J'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Louise Rigolier, chargée de mission Dialogue citoyen numérique et Civic Tech de la métropole de Nantes, et Hassan El Markouri, chargé de participation citoyenne métropole Rouen-Normandie, qui vont nous présenter quelques retours d'expérience de leur collectivité et leur utilisation des plateformes numériques pour la participation, pour mieux illustrer les résultats de cette enquête. Pour commencer, je souhaiterais remercier dans un premier temps RTE, la Banque des Territoires et la Poste qui nous soutiennent dans ce projet depuis 4 ans. Donc, c'est depuis 2016 qu'on mène l'Observatoire des Civic Tech et de la démocratie numérique grâce à leur soutien. Et surtout aussi remercier toutes les collectivités qui ont répondu à cette édition et aux éditions précédentes, et à vous tous et toutes pour être avec nous aujourd'hui. Peut-être avant de commencer avec les résultats, je laisserai bien Louise et Hassan se présenter et dire 2-3 mots par rapport à l'utilisation du numérique pour la participation chez vous. Donc Louise, je vous laisse commencer. Bonjour à tous. Déjà, je voulais savoir si vous m'entendiez bien. C'est bon, super. Donc oui, comme disait Katerina, je suis chargée de mission Dialogue citoyen numérique et Civic Tech au service mutualisé démocratie et stratégie, qui travaille entre la ville de Nantes et Nantes Métropole. À travers ma fonction, en fait, je m'occupe notamment d'une plateforme de dialogue citoyen, d'accompagner les projets participatifs sur l'angle numérique, mais pas que. Comme je l'affirmerai plusieurs fois, le numérique est l'un des outils de la participation. Et aussi de réfléchir du coup à la question de la démocratie numérique et de faire le lien avec les civic tech. Donc, pour présenter un peu la façon dont à Nantes, on a travaillé la question notamment de l'espace dialogue citoyen, comme on l'appelle, notre plateforme numérique. Donc, elle existe, cette plateforme, depuis janvier 2019. C'est le site internet qui organise la transparence, le récit, la participation numérique autour des démarches de dialogue citoyen, donc des deux collectivités, en lien avec les principes du dialogue citoyen et de la collectivité. Donc, on a des principes assez importants qui s'appliquent à ça. Et cette plateforme, elle naît de différentes expériences qu'on avait menées par ailleurs auparavant, donc au niveau de la ville de Nantes, notamment. Aujourd'hui, on accueille sur cette plateforme plus de 100 démarches qui sont travaillées au long cours avec les équipes projet. Et elle est plutôt bien identifiée dans l'écosystème participatif de la collectivité. Elle est à la fois un outil de transparence, mais en fait, grâce à ses fonctionnalités, ses principes, c'est travailler dès la phase en amont d'un projet. En fait, on se dit de quelle façon on va utiliser le numérique cette fois-ci, si on doit l'utiliser ou non. Voilà. C'est vraiment l'idée que je suis toujours intégrée à tous les groupes projets participatifs. Juste pour présenter dernièrement ce qu'on a fait sur notre plateforme, hyper rapidement, c'est le deuxième, donc au niveau du deuxième semestre 2020 et jusqu'à aujourd'hui, on a travaillé notamment sur plusieurs démarches sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir au fil de cette séance. Donc, la rue pour tous, qui était une évaluation des coronapistes, en gros, et des espaces publics partagés. On a eu 3600 contributions numériques. C'était aussi l'occasion de rassembler 40 citoyens évaluateurs. Une concertation sur le tramway qui a rassemblé aussi plusieurs milliers de contributions. Une convention citoyenne qui a rassemblé 80 citoyens qui ont travaillé pendant plusieurs mois en 100% en numérique, donc sur 5 mois, je crois. Et aussi des projets à plus petite échelle comme Plage Jean 5. Voilà. Donc voilà, globalement, là, je vous ai cité des démarches qui ont un fort retentissement local ou national et qui ont attiré un grand nombre de citoyens sur la plateforme, en gros près de 50 000 en 2020. Grâce à un travail très fort aussi avec la communication de la collectivité. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour le moment, puis j'en dirai plus plus tard. Merci beaucoup. Exactement, on aura l'occasion de comprendre certains enjeux un peu plus en détail tout à l'heure. Et Hassan, je vous laisse vous présenter aussi et dire 2-3 mots par rapport à la plateforme de la métropole Rouen-Normandie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous m'entendez bien.
Donc Hassan El Machkouri, métropole Rouen-Normandie, au service participation et citoyenneté, où j'occupe un poste de chargé de participation citoyenne avec, un peu comme ce que vient de dire ma collègue, une spécificité, une spécialisation sur les outils numériques, puisque je pilote la plateforme de participation citoyenne qu'on a appelée Je participe, qui a la particularité peut-être par rapport à d'autres collectivités d'avoir été développée en interne. C'est un choix fort que l'on a fait dès le lancement de notre service participation et citoyenneté. Service participation et citoyenneté, d'ailleurs, qui n'a que 4 ans d'âge. En réalité, on est parti certainement après pas mal d'autres collectivités et on a aussi pu profiter, entre guillemets, du retour d'expérience d'un certain nombre de grandes communautés, de métropoles sur les usages de leurs outils numériques pour derrière développer, nous, notre stratégie numérique et valider un certain nombre d'options, de choix, parmi lesquels donc le fait de développer en interne la plateforme de participation citoyenne dont je pourrais vous reparler un peu plus en détail tout à l'heure. Au-delà de cette plateforme, moi, mon travail, c'est aussi d'utiliser les réseaux sociaux qui, de notre point de vue, en tout cas à la métropole Rouen-Normandie, sont désormais assez incontournables pour pouvoir associer la population, les impliquer, ne serait-ce que les informer d'un certain nombre de démarches de participation citoyenne qui sont lancées à l'échelle du territoire. Donc il y a aussi cette stratégie de penser les réseaux sociaux en fonction des publics, en fonction des diverses démarches participatives que l'on lance. Et j'ai un troisième élément, on va dire, sur les outils numériques qui sont venus, on va dire, grâce ou à cause, ça dépend comment on voit les choses, de la crise sanitaire, puisque la crise sanitaire nous ayant interdit d'avoir des activités entre guillemets classiques en présentiel, il a bien fallu s'adapter. Et donc, on s'est outillé pour pouvoir faire de l'animation en distanciel avec tous les avantages et tous les inconvénients que ça peut avoir. Donc là aussi, tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion un peu de rentrer dans le détail de ces outils participatifs distanciels. Voilà pour les quelques mots d'introduction que je vous proposais de notre côté. Merci beaucoup. Et effectivement, vous avez déjà évoqué deux thématiques dont on va parler tout à l'heure dans la présentation des résultats. Donc, Clara, je te laisse afficher la première slide, vous présenter un peu le cadre de cette enquête. Donc, c'est une enquête qui était menée du 4 mars au 23 avril 2021 et on a ajouté quelques modifications par rapport aux enquêtes précédentes. D'un côté, des nouvelles questions pour comprendre un peu des tendances. Les premières enquêtes étaient vraiment pour savoir à quel point, en fait, la participation numérique est faite, qui est derrière, quels sont les objectifs. Et là, comme ça fait 5 à 10 ans que certaines collectivités travaillent avec des civic tech, ont mis en place des plateformes numériques, on veut savoir un peu quelles sont les tendances, dans quelle direction est-ce que ça va aller. Donc, une des questions, et ça, c'est quelque chose dont on parlera avec Hassan, c'est la question de est-ce que c'est un logiciel libre ou un logiciel propriétaire qui est derrière les plateformes et les outils de participation? Est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle est quelque chose qui est présent dans les collectivités? C'est quelque chose qu'on a vu pour le grand débat, mais qui est aussi à une autre échelle en termes de contribution. Et quelles sont les méthodes utilisées pour identifier les usagers sur la plateforme? Parce que ça peut avoir des impacts sur qu'est-ce qu'on peut faire et à quel point on peut aussi avoir des votes, par exemple, contraignants. Et en vue de l'actualité de cette année ou de l'année 2020, il y a aussi deux focus thématiques. Une, c'est l'impact des élections municipales sur les priorités de la participation numérique, mais aussi de la crise sanitaire du Covid qui nous a tous restreints à venir beaucoup plus sur le numérique et trouver des alternatives au présentiel. On a eu un total finalement 31 réponses, dont 8 collectivités qui ont déjà répondu à l'enquête en 2018, donc un peu un autre groupe des répondants. Pour vous montrer qui a répondu, on a tout type ou toute taille de collectivités, énormément des communes, donc 61%, ce qui représente aussi un peu plus la réalité en France. 2 intercommunalités, 3 métropoles, 3 départements et la région Grand Est.
Donc, c'est assez bien réparti aussi en termes des habitants, même que les plus petites communes sont les moins représentées dans nos réponses, mais ce qui peut dire aussi qu'il y a moins de démocratie numérique dans ces petites communes. Presque toutes les régions sont représentées parmi les répondants, sauf la région Corse et Bourgogne-Franche-Comté. Ça pour vous donner une idée de qui a participé. Ce qui est intéressant aussi à regarder, parce que ça peut avoir un impact sur les objectifs et la mise en place des dispositifs numériques de participation, c'est les composantes de la majorité politique. Et en fait, on se rend compte que parmi les répondants, il n'y a pas du tout les répondants d'extrême droite. Et la gauche, donc les partis de gauche écologistes aux sociétés civiles, sont surreprésentés. On verra tout à l'heure aussi un peu par rapport aux questions qui sont adressées à travers la participation. Est-ce que c'est lié aux tendances générales en société ou aussi lié à qui a répondu? Donc, on voit que ça ne veut pas forcément dire que les partis de gauche font plus la participation numérique, mais ils sont au moins plus engagés dans cette baromètre et ont renseigné leurs réponses. Donc, ça, c'est un peu les répondants pour bien situer ces réponses. Donc, pour vous présenter les résultats généraux de cette baromètre, la première question qu'on a posée, c'est en fait quel type de dispositif participatif existe dans une collectivité pour aussi comparer le numérique par rapport au dispositif présentiel. Et c'est qu'on voit que c'est par rapport à 2018 où les dispositifs réglementaires ou ponctuels de consultation sur l'urbanisme étaient les plus importants. Aujourd'hui, c'est la plateforme numérique qui ressort le plus. Et ça, avant les conseils citoyens, conseils des quartiers, il faut noter que les chiffres pour les conseils des citoyens et conseils des quartiers concernent que les communes, parce que, oui, comme vous savez, les régions n'ont pas des conseils des citoyens et conseils des quartiers. Donc, on voit que vraiment le numérique a pris une place très importante parmi les dispositifs de participation. Il y a aussi de plus en plus des budgets participatifs, les conseils des publics spécifiques et les panels citoyens et conventions citoyennes. Ça, c'est une catégorie qu'on a ajoutée cette année. Donc, à voir à quel point cette vague délibérative va prendre de plus en plus de place. Mais c'est intéressant à voir que, oui, on a de plus en plus des panels citoyens. Mais les plateformes numériques sont oui, le dispositif le plus présent. Qui est donc derrière la mise en place de la participation? En 97 collectivités en service dédié à la participation. Donc, ça veut dire effectivement, de tous les répondants, il y a une seule collectivité, la collectivité JOC, qui ne l'a pas. Donc, c'est une augmentation par rapport à 2018 où il n'y avait que 53% qui ont une service de participation. Dans ces services, il y a entre 1 et 10 personnes pour la plupart des services, sauf en métropole où vous êtes beaucoup plus large avec 15 personnes qui sont dédiées à la participation. Le nombre des ETP dédiés à la participation, c'est souvent relatif à la taille de la collectivité. Et au-delà du service participation, il y a d'autres équipes qui sont souvent impliquées, la communication, l'urbanisme et l'aménagement, et le cabinet du maire, ce qui était déjà le cas aussi dans les éditions précédentes, mais aussi l'équipe de l'environnement et politique de la ville. Et l'implication de ces deux équipes est plus importante dans les résultats de 2021 par rapport à 2018, ce qui peut être lié au fait que les enjeux du changement climatique et de l'inclusion sont de plus en plus importants et qu'on essaie de les traiter à travers la participation. On voit que jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile pour les collectivités de très bien estimer le budget dédié à la participation parce qu'il est souvent aussi réparti entre plusieurs services. Donc, il y a un tiers qui ne peut pas estimer ou répondre à cette question. Et sinon, pour ceux qui ont répondu, le budget est quelquefois assez important, entre 100 000 et 500 000 euros. Cependant, si on le calcule par rapport
à la taille de la collectivité et le nombre des habitants, on revient à peu près 1 euro par habitant qui est dédié à la participation. Donc, à peu près 62% consacrent 1 euro par habitant à la question de la participation. Ce qui est ce qu'on souhaiterait aussi savoir, c'est les dispositifs numériques. Comme on a vu, ils sont de plus en plus présents, mais quel type de dispositif numérique, on parle? Donc, tous les répondants ont mis en place un site web qui est très basique. C'est plutôt un site d'information. Mais il y a aussi plus que 80% qui ont mis en place des plateformes d'appel à contribution d'idéation. Donc, c'est souvent des plateformes appel à projet, appel à idées dans le cadre du budget participatif, ou les questionnaires et outils de sondage en ligne, et aussi 68% des outils de visioconférences, donc pour organiser les réunions publiques en numérique, donc quelque chose qui a pris beaucoup plus de place depuis l'année dernière et la crise Covid. Donc, on voit aussi qu'on compare ces résultats avec les résultats de 2018, que presque tout type de dispositif numérique est plus présenté qu'à l'époque. Donc aussi plus de plateformes de votation en ligne, d'applications de débat ou des discussions, ou des outils contributifs de signalement. Comme Hassan l'a évoqué, les réseaux sociaux ont une place importante dans les questions de la participation. Et donc, en fait, 17% des collectivités utilisent les réseaux sociaux pour la participation. Parmi ceux, tout le monde utilise Facebook, aussi en grande partie YouTube et Twitter. Instagram est peu utilisé, TikTok ou Snapchat très peu. Mais quand on est demandé pourquoi ou avec quel objectif ces réseaux sociaux sont utilisés, on se rend compte que c'est surtout dans une optique de communication. Donc, Facebook et YouTube sont énormément utilisés pour diffuser en live ou en replay les réunions, les ateliers publics, les ateliers participatifs, et que 38% utilisent Facebook aussi pour consulter, ou 21% pour créer des espaces de dialogue. Donc, on voit que les réseaux sociaux sont vraiment un moyen de communication pour communiquer autour des démarches participatives qui, effectivement, ont lieu soit en présentiel, soit sur les plateformes numériques. Et donc, une autre question très importante, c'est qui est derrière ces plateformes, comment ils ont été développés, grâce à quel soutien. Et donc, on voit que les startups du numérique, ou surtout les civic tech, prennent une place très importante dans le déploiement de ces plateformes numériques. Donc, c'est 58% qui travaillent avec des civic tech, donc c'est en augmentation par rapport à 2018. Il y a aussi beaucoup de collectivités qui travaillent avec d'autres collectivités pour échanger, avoir un retour d'expérience, qui travaillent avec des prestataires d'informatique ou des conseils structures de conseils en participation, donc des agences, et que 13% ne sont pas accompagnés dans leur développement des dispositifs numériques. Et parmi les répondants, 55% utilisent un logiciel propriétaire et 45% un logiciel libre. Si on regarde un peu les chiffres des civic tech actifs en France, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup plus qui utilisent des logiciels libres par rapport logiciels propriétaires par rapport au logiciel libre. Donc, il semble que ces figures que nous, on a dans notre baromètre sont un peu plus positif vers les logiciels libres qu'en réalité. Et donc, j'aimerais bien donner la parole à Hassan pour nous expliquer un peu plus en détail pourquoi vous avez fait ce choix de développer la plateforme en interne, qu'est-ce que ça avait eu comme enjeu et pourquoi pas travailler avec une civic tech pour créer votre plateforme. Oui, alors pourquoi le choix en interne? Ce que je disais tout à l'heure en propos introductif, c'est qu'on s'est d'abord un peu renseigné auprès des collectivités qui avaient déjà des plateformes. On avait fait une sorte de benchmark aussi pour aller voir les collectivités comparables à la nôtre, de quel dispositif ils utilisaient, pardon.
Et puis, on a aussi fait un petit retour d'expérience sur un site de participation citoyenne que l'on avait, nous, Métropole Rouen-Normandie, dans le cadre d'une démarche spécifique qui était la révision, l'élaboration même du PLU intercommunal, et pour lequel, dans le cadre de la concertation qui a été menée autour de ce PLU, on avait un site internet qui avait été fait par, pour le coup, par une Civic et en fait, on s'est très vite heurté à la problématique de souplesse, où à chaque fois qu'il a fallu adapter le contenu, la manière d'interagir sur cette plateforme-là, c'est un billet, quoi, hein, pour parler clair. C'est du développement, il faut passer une commande. Des fois, est-ce que c'est dans l'avenant? Est-ce que c'est un avenant? Est-ce que ça n'en est pas un? Est-ce que c'est dans le marché? Est-ce que ça n'en est pas un? Enfin, bon, il y a une complexité qui nous est paru un peu démesurée. L'autre élément aussi, c'est qu'à la clôture de la démarche PLUI, comme on était sur du logiciel propriétaire, et pour réintégrer toutes les contributions chez nous, sur nos plateformes à nous, problème, comment on fait, puisqu'on n'a pas le logiciel propriétaire. Donc tout ça nous a plutôt déjà orienté vers du logiciel libre. Ça, c'était un des premiers souhaits. Et puis l'autre chose aussi, quand même, ce qui est important et qui est même non négligeable, c'est qu'on avait les capacités en interne de le faire. C'est-à-dire qu'à la métropole, on a des développeurs qui savent, qui sont en capacité de créer un site, une plateforme, sur la base d'un logiciel libre, hein, sur un CMS. Ça peut être WordPress. Alors nous, on utilise Drupal pour être tout à fait transparent. Et donc, le fait que nos collègues soient en capacité de développer ce site a quand même aussi beaucoup facilité la décision, puisque il a fallu simplement descendre de 2 étages, faire plusieurs réunions, définir les besoins. Et l'intérêt aussi qu'on y a vu, c'est cette capacité à faire quelque chose de très itératif. Nous, notre point de départ, c'était de dire, encore une fois, on est très jeune, hein, dans la participation citoyenne à l'échelle de la métropole Rouen-Normandie, je parle de l'institution. Et du coup, l'idée, c'était de dire, attendez, on ne va pas tout de suite partir sur une plateforme super chiadée avec plein d'options dans tous les sens. Ça ne colle pas avec, ce qu'on est en capacité de faire, nous, en interne, nous, au sens praticien de la participation citoyenne. On est une petite équipe de 2 personnes, donc déjà, en soi, proposer une multitude de solutions, potentiellement, ça ne collait pas avec nos besoins. D'autre part, ça ne collait peut-être pas non plus avec l'acculturation qu'avait la population sur la participation citoyenne. Jusqu'à présent, on ne l'a pas énormément habitué à la solliciter, notamment sur des plateformes numériques avec plein d'outils différents, de la carte participative, du sondage, etc. Ce n'est pas des choses qui étaient dans les mœurs. Donc, on a voulu commencer petit. Donc, on a développé une plateforme, j'allais dire, très rustique, avec 2-3 fonctionnalités, pas plus. Et c'est avec ça qu'on est d'abord parti à la rencontre du public, pour avoir des choses très simples où on retrouvait très rapidement l'information, la concertation du moment, la participation citoyenne du moment. Et puis, c'est au fur et à mesure qu'on a commencé à voir une hausse des visites sur notre site, de plus en plus d'utilisateurs et d'utilisatrices, qu'on a développé des options supplémentaires, toujours en interne, et j'allais dire à notre rythme. Pas eu des options à lever dans un marché, des choses comme ça. C'est à notre rythme, en fonction des retours que l'on avait de la population. On pouvait dire à nos collègues développeurs, ça serait bien si on pouvait développer une carte participative, un logiciel de sondage, de questionnaire, etc., etc. Donc, c'est voilà, le cheminement qui nous a amené à aujourd'hui une plateforme qui est plutôt bien ancrée sur le territoire, qui est bien reconnue, qui fait un peu quelques émules localement, puisqu'on sollicite de temps en temps pour savoir comment on a procédé, par quoi on a commencé, etc. Et qui, du coup, fonctionne plutôt bien. Merci beaucoup. Peut-être une précision. Vous avez dit que c'était un choix en interne, ça veut dire c'était les élus, c'était la direction, les agents, qui a pris cette décision? Nous, on a d'abord, alors nous, quand je dis nous, service participation et citoyenneté, on a fait la demande, on a poussé, en tout cas on a fait la proposition de dire il faut un logiciel libre et dans l'idéal, il faut que ça soit développé en interne justement pour avoir cette souplesse et s'adapter. Donc
on l'a proposé à notre président de l'époque, qui a changé entre-temps, mais on a présenté cette proposition au président de l'époque, qui, après discussion avec les services en charge du multimédia à la métropole, ont acté, parce qu'il fallait aussi voir si les services avaient le planning, les équivalents temps plein, tout ça. Et donc, c'est plutôt une proposition technique validée par le président. On n'avait pas, à l'époque, il y a 4 ans, on n'avait pas de vice-président ou de vice-présidente, comme c'est le cas aujourd'hui, en charge de la participation citoyenne. Donc, c'est vraiment une proposition de technicien validée par un élu et ensuite mise en place par les services techniques. Merci beaucoup. Je pense que c'est très intéressant et voir dans le chat que la métropole de Bordeaux a aussi fait un choix similaire. Donc peut-être tout à l'heure, à la fin, il y aura l'occasion d'en échanger un peu plus. Donc on a ajouté cette année une nouvelle question par rapport à l'identification des utilisateurs et utilisatrices sur la plateforme pour connaître un peu les enjeux et aussi les potentiels de ces plateformes. Et donc, on voit que plus que 70% permet l'identification par mail, soit avec la possibilité de rester anonyme, soit pas. Donc, ça, c'est vraiment la manière de faire le plus commun. Et il y a très, très peu qui permet une identification pour vérifier l'identité. Donc, avec France Connect, en total, ce sont 9% des collectivités qui ont répondu, donc soit avec la possibilité de rester anonyme, soit pas. Et il y a à peu près 16% qui utilisent des réseaux sociaux aussi pour identifier les utilisateurs et les utilisatrices. Donc, pourquoi cette question? Parce qu'en fait, il y a plusieurs enjeux qui sont liés à l'identification. Une, c'est de plus c'est compliqué, le moins on aura peut-être des participants. Le plus facile c'est, ou le moins vérifié, le moins on sait qui participe. Et ça peut être surtout un souci si on a des votes contraignants. Donc, on voit par exemple que la municipalité de Madrid a créé l'équivalent de la vérification France Connect pour des votations citoyennes, des pétitions citoyennes qui sont ouvertes qu'aux citoyens de Madrid. Et donc, j'aimerais bien, on voit qu'actuellement en France, parmi les collectivités, il y a très peu qui proposent cette identification. Et aussi, en parlant avec les Civic Tech, on voit qu'il y a très peu qui proposent cette possibilité actuellement. Mais la métropole de Nantes a fait le choix de proposer la identification avec France Connect. Donc, Louise, est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous avez fait ce choix et dans quelle optique? Oui, en effet, en fait, nous, ce qui touche surtout à notre plateforme, c'est qu'on est intégré à un système d'information des collectivités. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'être intégré le plus possible au parcours utilisateur qui passe par notre portail institutionnel, le site des démarches, etc. Donc, en fait, que les mêmes règles s'appliquent partout de la même façon. Voilà, même, je pourrais, potentiellement, on peut en parler aussi, mais l'idée, c'était de tellement intégrer. En fait, si on a choisi de faire une plateforme, c'est tout simplement qu'on ne pouvait pas développer des fonctionnalités en interne, contrairement effectivement à l'exemple que vous avez eu tout à l'heure. Donc, bref, concernant l'authentification, l'identification, on a choisi France Connect parce que ça permettait une identification sécurisée et qui était partagée par des sites institutionnels au niveau national. Alors, on a fait ce pari, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres exactement de savoir combien d'utilisateurs utilisent cette possibilité pour s'authentifier, parce que la majorité, la plupart des personnes, je pense, vont plutôt avoir tendance à s'authentifier via un email. Mais bon, c'est quand même une possibilité qui leur est offerte. Et pour le coup, on n'a pas fait le choix d'utiliser un autre type d'identification qui est celui offert par les GAFAM, donc réseaux sociaux, Facebook, Google, etc., pour des questions de sécurité et en lien avec notre charte de la donnée qui structure un positionnement à la fois politique et technique de nos collectivités, qui est de ne pas utiliser des hébergeurs hors France ou Union européenne, et d'éviter en fait de distribuer des données des utilisateurs, donc des citoyens nantais, aux GAFAM de façon générale. Donc voilà, on a essayé en fait,
On a vraiment un service informatique qui tient énormément à la sécurité et qui fait très attention à ces questions-là. Donc voilà, France Connect le permet, ainsi que l'authentification qui nous est propre à Nantes Métropole. Merci beaucoup pour cette partage d'expérience. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat. On va les adresser tout à l'heure. Je voulais d'abord revenir sur les derniers résultats généraux de cette enquête. Donc, une question qui est très importante, c'est évidemment, en fait, quels sont les objectifs derrière ces outils numériques de participation? Pourquoi on fait la participation? Et donc, on a demandé aux collectivités s'ils sont d'accord que certains objectifs sont tout à fait un objectif ou plutôt pas. Et on se rend compte que les objectifs les plus importants, c'est augmenter le nombre des citoyens qui participent aux démarches, augmenter la fréquence et la quantité des contributions, mais aussi faire émerger des nouvelles idées et recueillir les idées des citoyens. Donc, c'est vraiment dans un objectif ou une perspective de faire participer et écouter, et pas forcément une perspective de communication ou que de transparence. Et donc, ce qui est très intéressant, si on regarde après à quoi servent ces outils, donc on a demandé aussi aux collectivités d'évaluer l'efficacité en fait des outils numériques à répondre à ces objectifs. On se rend compte qu'en réalité, ils servent surtout à renforcer la transparence, l'efficacité des politiques publiques et pour faire mieux connaître le travail de la collectivité. La plupart des collectivités estiment quand même qu'il permet à toucher un plus grand nombre de citoyens, même si ce n'est pas forcément ceux qui sont difficiles à toucher, à faire participer, et qu'il aide aussi à améliorer la qualité des décisions et l'efficacité de la collectivité. Donc, on voit quand même un petit décalage entre les objectifs et la réalité, à quoi servent ces outils numériques. Et donc, une dernière partie pour comprendre un peu la situation actuelle et aussi les résultats par rapport aux années précédentes, c'est en fait comment les collectivités entendent la participation numérique, comment ils se forment et quelles sont les sources d'information et d'inspiration. Et donc, c'est énormément des réseaux comme en fait Décider Ensemble, les CPC, Démocratie Ouverte, les publications comme le baromètre, des publications spécialisées, mais aussi la presse pour informer les collectivités. Et on voit qu'aussi le réseau des collectivités et des agents engagés de la participation est en train de grandir. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renforcer la démocratie locale numérique? On a demandé quels sont choisir par ordre des priorités les actions à faire pour renforcer la démocratie locale numérique. Et donc, si on regarde quelle action a été choisie parmi les top 3 de 10, on se rend compte que c'est surtout beaucoup des actions côté mobilisation citoyenne et pas forcément en interne de la collectivité. Donc, ce qui est le plus important pour la plupart des collectivités, c'est accompagner les usagers, installer une médiation numérique pour les publics qui sont le plus éloignés, mais aussi faciliter l'accès aux outils et aux données pour une montée en compétences des citoyens, une meilleure visibilité et communication sur les dispositifs auprès des citoyens, et aussi finalement un objectif un peu plus interne, mettre en place une stratégie globale qui intègre le dispositif numérique dans les démarches participatives plus globales. Donc, la sensibilisation des élus ou des agents, c'est aussi important, et aussi mieux articuler le présentiel et le numérique, mais moins important que vraiment la mobilisation, la formation et l'information des citoyens pour renforcer cette démocratie locale numérique. Donc, on voit qu'il y a vraiment une montée en compétences en interne, une sensibilisation en interne ou parmi les élus et les agents. Par contre, ce qui reste un grand défi jusqu'à aujourd'hui, c'est la mobilisation du large public et surtout d'un public éloigné et pas forcément très bien éduqué aux questions numériques. Maintenant, on voulait vous présenter un peu
les résultats de qu'est-ce que les élections municipales 2022 ont eu comme impact sur la démocratie locale numérique. Donc, pour situer ces réponses, donc 27 collectivités qui ont répondu au baromètre ont été concernées par ces élections et dont 30% ont eu un changement de majorité. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les répondants dans toutes les collectivités qui ont participé à l'enquête ont fait de la participation citoyenne une axe fort du programme électoral de la majorité élue et toutes ont mis en place une ou un élu en charge de la participation citoyenne. Pour 63%, cette poste existait déjà avant les élections et pour les autres 37%, cette poste a été créée suite aux élections et suite au fait que c'était un axe fort du programme électoral. Et pour une collectivité, la démocratie locale numérique était même une axe fort. Une des collectivités pour qui la création de ces postes était organisée suite aux élections et pour qui la participation était un axe fort du programme électoral, c'est Rouen-Normandie. Donc, Hassan, est-ce que vous pourrez expliquer un peu quel était l'impact des élections pour la participation à Rouen-Normandie? Pourquoi est-ce que vous avez mis en place même toute une délégation à la démocratie participative? Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, en fait, on est une jeune collectivité dans le cadre de la démocratie participative, puisqu'on a créé un service, en tout cas les élus ont créé un service il y a maintenant 4 ans, participation citoyenne, petit service qui reste assez modeste en termes d'équivalent temps plein, puisque pour le moment, nous sommes toujours 2 agents et on va recruter un 3e agent pour la rentrée. Mais en fait, ça a commencé avec l'ancienne équipe et le souhait quand même d'aller vers un peu plus de participation citoyenne. Mais bon, j'ai envie de dire, c'était déjà un peu dans l'air du temps, donc l'idée étant de ne pas être trop décroché, d'essayer de faire un peu mieux que ce que l'on faisait jusqu'à présent, où on était globalement limité à des concertations réglementaires et à peine plus, souvent en faisant appel à des prestataires avec des méthodologies qui n'étaient pas forcément toujours ultra adaptées au territoire. Donc ça a commencé, on va dire, ça a commencé avant l'actuelle équipe dirigeante. Et en fait, les élections municipales ont clairement mis un coup de boost sur la participation citoyenne, puisque dans les programmes des élus, notamment de la ville-centre, dont le maire est aussi le président de la métropole, faisait la part belle à la démocratie participative. Donc, ça a été très affirmé pendant la campagne électorale et ça a été du coup très affirmé dans la mandature, dans le projet de mandature, une fois que la nouvelle équipe s'est installée. Ça s'est traduit dans un premier temps par la désignation d'une vice-présidente à la participation citoyenne, à la démocratie participative et à l'open data, la co-construction citoyenne et à l'open data, pour être tout à fait exact sur l'intitulé de sa délégation. Et donc, une fois que, on va dire, à l'échelle de la métropole, au sens institution, on s'était équipé, on avait une gouvernance, la question a été de comment on travaille avec les 71 communes de la métropole. Et donc, il y a une commission à l'initiative de notre vice-présidente, il y a une commission qui a été créée, une commission d'élus, où on a invité les 71 communes de la métropole à désigner, les communes qui le souhaitaient, à désigner un ou plusieurs volontaires pour participer à des travaux, pour réfléchir à une stratégie commune de participation citoyenne à l'échelle de la métropole. Et c'est cette commission-là, qui là aussi est tout à fait nouvelle, et donc tout à fait à l'initiative de cette nouvelle équipe dirigeante de la métropole, qui réunit une trentaine d'élus aujourd'hui et qui planche sur la stratégie, sur pourquoi faire de la participation citoyenne, comment, sur quelle base, est-ce qu'on fait une charte commune, sur quels outils on partage, etc., etc. Et puis l'idée aussi étant évidemment d'avoir une forme de réseau pour échanger les bonnes pratiques et les retours d'expérience. Donc, clairement, nous, à l'échelle de la métropole, les élections municipales ont, je ne vais pas dire tout changé, parce qu'encore une fois, c'était engagé,
mais ont vraiment boosté la volonté. On l'a vu aussi d'ailleurs, et puis je m'arrêterai là-dessus, mais on l'a vu aussi sur le nombre de sujets qu'on propose à la participation citoyenne, à la démocratie participative. J'ai envie de dire qu'on est passé de quelque chose d'assez prudent, c'est-à-dire des choses plutôt, des projets plutôt d'envergure sur lesquels on faisait de la participation citoyenne, et puis les projets un peu moins importants. Alors, c'est pas un jugement de valeur, hein, on parle de dimension et dans le temps et dans l'espace, et peut-être même en mode budget. On ne faisait pas systématiquement de la participation. Là, on est plutôt dans l'effet inverse, où quel que soit le projet, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a le temps et est-ce que ça vaut la peine d'aller demander à la population, et si oui, sur quoi on les interroge. Et est-ce qu'on est en capacité de le faire? Parce que maintenant, on a aussi une problématique de est-ce qu'on est en capacité de répondre, nous, équipe technique, à l'ensemble des souhaits de participation citoyenne sur tous les projets qui voient le jour à l'échelle du territoire. Merci beaucoup. Ça donne une première idée de comment donc les élections ont pu impacter dans quelques collectivités la participation citoyenne. Si on revient à nos résultats, on a demandé à quel point il y a des changements majeurs prévus sur la question de la participation. Il y a très peu de collectivités où rien est prévu. Et pour plus que 68%, ils prévoient de déployer des nouveaux outils dédiés à la participation citoyenne numérique, mais aussi presque la moitié a prévu d'augmenter soit les effectifs, soit les budgets consacrés, et de modifier ou améliorer les outils déjà existants. Donc, on voit effectivement que ces élections, au moins parmi un certain nombre de collectivités, ont donné une sorte de boost à la participation citoyenne en termes d'effectifs, outils et thématiques. Si on regarde, donc, comme on a vu, le déploiement des nouveaux outils, c'est prévu par plus que 70% des collectivités. Donc, quel type d'outils sont en fait prévus? C'est surtout des plateformes d'applications contributives, donc appel à projets, idées au budget participatif, mais aussi des plateformes de débat et de discussion. Et peut-être qui ne vient pas comme une surprise après une année de Covid, aussi des outils de réunion publique en numérique, dans tout type d'outils de visioconférence. Parmi ceux qui ont aussi prévu de modifier leur outil, il y a souvent cette idée d'élargir les fonctionnalités d'une plateforme existante. Donc, par exemple, aller au-delà du budget participatif qui existe déjà dans beaucoup des collectivités, et d'y ajouter aussi des débats, des appels à contribution, ou même le droit d'interpellation. Donc, il y a pas mal de changements qui sont prévus, et ça va être intéressant de suivre ces évolutions, à quel point elles sont faites mises en œuvre et quel impact ils vont pouvoir avoir sur la participation citoyenne. Très lié aux changements qu'on va voir cette année ou qui sont prévus suite aux élections, c'est aussi l'impact en fait, de la crise sanitaire Covid qui nous a fait vivre plusieurs confinements et donc une interdiction de réunions en présentiel, ce qui a un impact sur la démocratie numérique, évidemment. Donc, première chose, c'est qu'à peu près 60% des collectivités ont mis en place des outils numériques pour répondre à la crise, donc soit des consultations numériques sur la crise elle-même, pour surtout co-construire l'avenir ou le monde après, mais aussi pour gérer la crise en temps réel, avoir une réponse ou une retour sur la stratégie vaccinale ou sur les confinements et comment les gérer. Aussi, à peu près un tiers a mis en place des plateformes d'entraide locale. Souvent, ces plateformes ont été intégrées dans des plateformes de participation déjà existantes, et ou quelquefois ont été même mises à disposition gratuitement par les Civic Tech. Donc, le numérique était un des outils pour répondre à la crise. On en entendra un peu plus tout à l'heure aussi avec Nantes Métropole qui a mis en place une de ces consultations numériques sur la crise sanitaire. D'autres réactions qu'on a vues, c'est aussi des créations des fils WhatsApp pour rester en contact avec les citoyens, ou de transformer certaines démarches qui existaient en présentiel en complètement numériques.
Et donc, une des outils qui était au service de la participation pendant la crise et jusqu'à aujourd'hui, c'est la visioconférence. Donc, presque la totalité des collectivités répondant a utilisé des visioconférences pour organiser des libérations aux réunions publiques et 75% l'ont fait pour organiser des ateliers de concertation. Parmi ceux qui ont mis en place ou qui avaient déjà des panels de conventions citoyennes, des budgets participatifs, des conseils des quartiers, on voit que aussi à peu près la moitié ou un tiers a utilisé la visioconférence pour continuer ces dispositifs. Donc, plus que la moitié des conseils des quartiers se sont déroulés en visioconférence. 40% des panels citoyens se sont déroulés en visioconférence. Presque 40% aussi des budgets participatifs. Après, ces outils de visioconférence étaient aussi utilisés pas mal pour avoir des lives du conseil municipal ou du maire. Donc, c'est vraiment un outil qui est devenu de plus en plus présent et utilisé. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui est en fait derrière, parce que ça peut avoir des impacts sur l'intégration avec d'autres outils, la protection des données. Et donc, en fait, parmi ceux qui ont utilisé les outils de visioconférence, la moitié a utilisé Zoom et les autres outils comme Microsoft Teams, WebEx, Jitsi ou Google Meet sont beaucoup moins présents. Et pour la entière, cet outil était intégré dans la plateforme existante de la collectivité. La plupart des réunions qui ont été organisées à travers des visioconférences ont été soit ouvertes à tout le monde, soit sur invitation. Ça dépendrait vraiment énormément du public et également l'enregistrement de la séance était quelquefois public et quelquefois très restreint. Donc, en fait, on voit que tout type de réunion, ce sont les conseils des quartiers, mais aussi des budgets participatifs ouverts au grand public, ont été organisés en visio. Et quel est l'avenir de des visioconférences? Donc, en fait, aucune collectivité souhaite continuer à dérouler ces réunions uniquement en numérique, mais la plus grande partie, donc presque 80%, envisage de compléter ces séances en visio avec le présentiel. Donc, il y a vraiment très peu de collectivités qui souhaitent revenir au 100% présentiel. Donc, je pense qu'on va voir à long terme beaucoup plus des versions hybrides entre présentiel et numérique. Est-ce que on a vu que les élections municipales ont fait évoluer les dispositifs participatifs, mais est-ce que c'était le cas pour la crise sanitaire aussi? Pour 30%, non, ça n'a pas eu un impact sur la démocratie participative, mais pour 48%, oui, car ils souhaitent mettre en place ou renforcer des outils numériques pour les compléter ou compléter ceux qui existent déjà. C'était souvent le maire ou la maire ou un directeur des services qui était à l'initiative de ces changements. Et quand une collectivité a prévu de lancer des nouveaux outils, c'est beaucoup des outils soit de réunions publiques en numérique, donc visioconférence, ou questionnaires et enquêtes en ligne. Et quels ont été les effets de la crise sur la démocratie participative? Donc ça, c'est des estimations de la collectivité sur l'impact de la crise. Et on voit que la plupart des collectivités pensent que les élus et les agents sont beaucoup mieux sensibilisés à l'utilité de la démocratie locale numérique, donc aux outils numériques pour faire participer les citoyens. Par contre, l'exclusion numérique s'est aggravée et la plupart des collectivités pensent aussi que les citoyens ne demandent pas forcément plus de participation et ne participent pas davantage. Donc, la crise semble avoir un effet surtout sur la collectivité et ses agents et ses élus, et moins sur la participation des citoyens, et plutôt peut-être même un effet négatif avec une plus grande exclusion et à cause de la fracture numérique. Et dernièrement, donc, beaucoup des collectivités, dans notre cas 81%, ont mis en place des cellules Covid pour gérer la crise.
Et donc, ce qui nous intéressait, c'est de savoir à quel point cette cellule travaille avec les services de participation, utilise des manières participatives en fait, pour gérer la crise. Et en fait, on se rend compte que dans 60% des cas, il n'y avait aucun lien avec les services participation et que dans 16% en membre de services participation faisaient en fait partie de la cellule crise Covid 2019 pour co-gérer la crise et avoir une meilleure implication des citoyens. Donc, on a avec nous Nantes et Rouen-Normandie qui, toutes les deux, ont mis en place pas mal des outils numériques pendant la crise. Donc, peut-être dans un premier temps, Louis, est-ce que vous pouvez faire un petit retour d'expérience sur comment vous avez adapté vos outils participatifs à la crise pour les mettre en place en numérique? Surtout, par exemple, votre convention citoyenne qui s'est déroulée complètement sur Zoom, quel était le retour d'expérience, mais aussi quelle place souhaitez-vous donner à long terme au numérique? On en a parlé qu'il y a une charte de la démocratie numérique qui est en élaboration. Ouais, alors, en tant que tel, nous, on considère qu'on n'a pas vraiment adapté les outils numériques à la crise, mais que c'est plutôt nous qui nous sommes adaptés à la crise en utilisant les outils numériques qui nous étaient offerts. Donc en accentuant leurs usages, en investissant à la fois l'espace dialogue citoyen je vais vous donner effectivement l'exemple de la Convention citoyenne et de démarche, mais aussi effectivement de permettre de faciliter la relation d'entraide, de solidarité et de soutien aux initiatives. Ça, on n'a pas mis ça sur notre plateforme de dialogue puisque c'était plutôt un soutien et une solidarité, mais globalement, l'idée d'utiliser les outils numériques qui étaient existants s'est accentuée. Du coup, effectivement, à propos de la Convention citoyenne, donc la Convention citoyenne, elle a été organisée à partir de novembre 2020 suite à un travail fait en interne à la fois des élus et des services pour savoir un peu quelles étaient les conséquences de la crise. Enfin, en gros, à l'époque, on parlait beaucoup de monde de demain. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui, mais on avait vraiment pris cette expression pour décrire notre travail, vraiment une question de prospective. Et il a été souhaité d'associer les citoyens à définir en fait comment on pouvait faire un diagnostic, comment les citoyens pouvaient faire un diagnostic et des préconisations suite à la crise, enfin, sur la crise sanitaire Covid-19, suite à cette crise aussi. Et en gros, que cet avis citoyen, donc de ces 80 personnes qui sont rassemblées dans cette convention, soit à la fois porté à la connaissance des élus et puisse nourrir le projet de mandat au niveau de la métropole. Donc, après tout, c'était des élus qui étaient élus sur un programme juste avant cette crise sanitaire. On peut très bien imaginer que les citoyens, ainsi que les services et les élus, aient une réflexion sur ce qu'il fallait changer dans ce programme-là pour s'adapter aux conséquences de la crise. Donc voilà, ils ont travaillé jusqu'à alors, je ne sais plus quand ils ont rendu leur avis, il me semble que c'est avril. En gros, le travail continue aujourd'hui. Donc, c'est 80 citoyens qui sont rassemblés uniquement ça, en visio donc, pendant 5 mois. Ont rendu un avis qu'ils ont lu, beaucoup travaillé, écrit à la ligne, même tous ces éléments-là. Et cet avis est maintenant en instruction par les services et les élus. Et une remise de la réponse des élus va avoir lieu le 7 juillet prochain, donc la semaine prochaine. Donc, je ne peux pas vous en dire trop encore sur la façon dont ces préconisations citoyennes sont amenées, mais ce qui est intéressant de quelle façon la collectivité répond à ces préconisations citoyennes, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré tout ce dispositif numérique, les citoyens participants, donc choisis sous tirage au sort, avec un panel diversifié, etc., sont restés jusqu'au bout. Enfin, pour la plupart et la majorité jusqu'au bout, et se sont intéressés à tous les pans
en fait, des politiques publiques de la collectivité et ce qui pouvait être fait pour cette crise Covid. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Après, au-delà de ça, la façon dont on a adapté nos dispositifs, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait, dans les projets, davantage utiliser tout ce qui était contributif, même dans des processus délibératifs. Donc, c'est-à-dire ce que je vous disais sur, par exemple, la concertation sur la rue qu'on a appelée la rue pour tous, qui est suite au coronapiste de cet été et globalement à l'agrandissement des terrasses, etc. On a fait une évaluation participative et on a ouvert à la contribution et les citoyens s'en sont largement emparés pour donner leur avis sur les différents aménagements qui ont été faits. Mais tout cela, ça n'a jamais été, par contre, au détriment de la façon dont on pense le dialogue ici, qui est de respecter des principes assez précis délibératifs. Donc voilà, qu'on a beau faire de la contribution, il faut qu'on puisse faire un avis collectif à la fin qui soit partagé et qu'il y ait une réponse de la collectivité à la fois technique et politique là-dessus. Donc enfin, l'idée, c'est à la fois d'utiliser davantage les outils, mais de s'inscrire dans ces principes-là. Et ça me permet de faire le pont un peu avec, justement, avec ces différents principes d'action. Comme disait Caterina, on travaille, enfin, on a déjà pas mal travaillé une charte de la démocratie numérique. Donc, c'était lors de mon arrivée sur ce poste-là en 2019, on a commencé à travailler cette idée-là parce que du fait que nos pratiques participatives incluaient de plus en plus le numérique, c'était essentiel pour les élus, les services de remettre à plat, de se donner une doctrine en fait là-dessus, une ligne de conduite qui permettait de garantir le délibératif du dialogue citoyen à Nantaise et de faire face aux difficultés que pouvait apporter le numérique, mais aussi de se rendre compte de tous les éléments, tout ce que le numérique justement pouvait apporter aux pratiques participatives. Donc voilà, on a mené une réflexion collective qui a mobilisé une vingtaine d'agents de la collectivité qui provenaient d'universités de services, soit plus côté numérique, soit plus côté participation citoyenne. Et on a été accompagné dans cette réflexion par Clément Mabi, que vous devez sans doute connaître, qui est un chercheur spécialisé dans la participation numérique. Et voilà, on a abouti du coup à cette charte qui propose une série de repères, des rappels de principes, des engagements qui posent les bases de cette doctrine-là et qui dégagent des leviers concrets pour agir en faveur de cette démocratie qui intègre le numérique. Donc voilà, cette charte, elle est intégrée au programme municipal, ce qui fait qu'elle va être elle est partagée avec les élus et elle va sans doute être intégrée à toute la démarche autour de la citoyenneté, de différentes chartes de citoyenneté municipales et métropolitaines. Voilà pour ça. Je peux vous donner, mais je n'ai pas ce document sous les yeux, j'aurais dû l'ouvrir juste avant pour préparer, mais les principes principaux que nous avons retenus, du coup, si vous permettez une seconde. Donc en fait, voilà, on a considéré que le numérique, avec le numérique, le numérique pouvait être un atout pour soutenir l'inclusion des citoyens dans le débat public et assurer une diversité participant à toutes les échelles. Donc vraiment en veillant à ce que tout le monde puisse s'approprier les termes du débat, de développer la médiation numérique sur l'espace public, d'offrir des formes d'expression différentes, mais jamais en fait en remplacement de ce qui existait déjà, mais plutôt en offrant un panel plus grand aussi, de s'informer, de recruter, etc. De donner aux citoyens les moyens de se forger un point de vue dans le débat public, donc en mettant à disposition des informations objectivées, d'encourager des communautés numériques à participer, puisqu'on sait, là, quand l'utilisation des réseaux sociaux est importante pour aller vers, pour aller chercher. Et faire aussi du numérique un atout pour rendre compte des préconisations citoyennes et vraiment expliciter les étapes des décisions publiques, puisqu'on s'est rendu compte que c'était un vrai
une vraie possibilité pour ouvrir les données du débat, utiliser aussi l'open data, de rendre compte de la dynamique démocratique en ligne, donc en montrant, en étant vraiment transparent. Et le mot d'ordre, c'est vraiment la transparence, hein, sur les contributions citoyennes, sur les ateliers citoyens et toutes les différentes étapes, ainsi que l'instruction en interne, l'instruction des élus et leurs réponses aux différentes préconisations. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, c'est un travail qui est en cours et dont vous entendrez certainement parler aussi par la suite. Je pourrais vous envoyer une fois que ce sera publié. Merci beaucoup. Peut-être pour revenir à la convention qui s'est déroulée sur Zoom, quelle était votre impression de la qualité délibérative, à quel point elle était différente des événements en présentiel et aussi qu'est-ce que vous avez fait pour permettre à tout le monde de participer, surtout concernant les questions de fracture numérique, accès même aux ordinateurs tout simple. Que ce soit sur la convention ou sur tous les autres ateliers qu'on a pu mener en numérique, puisque vraiment ils ont été nombreux durant cette période de nouveaux mandats. Au final, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les citoyens ont besoin d'être bien plus accompagnés. En fait, le numérique demande plus de moyens et non pas moins pour l'animation, pour les problèmes techniques que ça peut poser. On a offert aussi la possibilité aux personnes qui étaient loin du numérique de venir en mairie avec des autorisations spécifiques lors notamment des périodes de confinement ou de couvre-feu pour qu'ils puissent utiliser un ordinateur qui leur était mis à disposition dans une salle à côté, enfin une salle dont il serait l'unique personne présente avec des médiateurs présents. Bon, voilà, en tout cas, c'est ça que l'on a fait. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'accompagner toujours plus avec le numérique. Et les personnes peuvent être moins laissées seules. Par exemple, chaque table numérique doit être animée par un professionnel ou une professionnelle. En tout cas, quelqu'un, les sous-groupes ne peuvent pas s'autogérer. Voilà. Ça, on l'a vu, en tout cas, sur des ateliers qui sont longs et avec beaucoup d'éléments à prendre en compte de la part des citoyens. Merci beaucoup pour ces précisions. Et oui, effectivement, il y a des manières de créer un peu de l'inclusion numérique, même si on passe en 100% numérique. La métropole Rouen-Normandie a aussi transféré pas mal des démarches en numérique. Est-ce que vous, Prasan, vous pouvez expliquer un peu quel type de démarches ont été, ou comment vous avez adapté vos démarches à la crise et quel est le retour et surtout quel est l'avenir du numérique dans l'utilisation des démarches participatives? Alors, comment c'est adapté? Dans un premier temps, on a deux niveaux, j'allais dire, d'adaptation à la crise sanitaire. Le premier, c'est que notre plateforme Je participe avait déjà, on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir déjà une plateforme qui permettait de faire de la participation citoyenne en direct, en ligne, faire de l'idéation, poser quelques questions, avoir des formulaires, des choses comme ça qui permettaient déjà, avant la crise sanitaire, de récolter de l'information et de la contribution citoyenne en ligne, mais on est sur quelque chose d'asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'est pas en atelier, on n'est pas en face à face et on n'échange pas, c'est chacun dans son couloir, chacun répond à un questionnaire, un formulaire, et puis finalement, il n'y a pas de dialogue entre les gens qui contribuent. Et on avait cette problématique-là à partir du moment où on ne peut plus se rencontrer en présentiel, comment on fait pour discuter et faire discuter les gens autour d'un projet, d'un service, d'un sujet X ou Y à l'échelle de la métropole. Et c'est là où on a eu beaucoup de mal parce qu'au tout départ, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, premier confinement, boum, tout s'arrête, on ne sait pas où on va, c'est le flou total. Et donc, on a un peu tâtonné en se disant si on fait des réunions Teams, parce qu'on commençait aussi à avoir Teams. Alors nous, on travaille avec Microsoft Teams, on ne travaille pas avec Zoom, mais ça, c'est les DSI qui sont reines et qui décident de qui a le droit de travailler avec quoi. Chez nous, on n'a pas le droit à Zoom, mais on a le droit à Teams. D'ailleurs, je fais une petite entorse au règlement ce soir en étant sur Zoom.
Je ferme la parenthèse. Du coup, faire entre guillemets, une conférence Teams sous forme d'atelier, pour nous, c'était pas faisable. En tout cas, c'était pas souhaitable en termes d'animation, de prise de parole, j'arrive à allumer mon micro, pas allumer mon micro, la caméra, je sais lever la main, je sais pas la lever. Enfin bon, tout ça paraissait être beaucoup trop compliqué. Et tant qu'on n'avait pas d'outils qui permettaient à tout le monde de s'exprimer, ne serait-ce que par écrit, on n'en a pas fait. Voilà, pour parler clair, on n'a pas fait d'atelier. Et on a un peu cherché quels outils on pouvait utiliser pour arriver à quelque chose de plus participatif et qui permette l'expression de tous, ne serait-ce que par écrit. Et c'est là où on a opté pour une solution. Alors, je ne vais pas faire de publicité, simplement un tableau blanc partagé sur lequel on peut mettre plein de post-it, et on peut faire de l'idéation, etc. Et on a opté pour cette solution-là. Et en fait, ça marche très bien. On l'a testé et finalement, ça marche très bien. Alors, avec toutes les précautions, toutes les prudences dont a parlé Louise, sur le fait qu'il faut que ça soit accessible, il faut qu'il y ait qu'on n'ait pas de fracture numérique, que les équipements soient disponibles, qu'on ait les écrans qu'il faut, les connexions qu'il faut. Enfin, tout ça reste évidemment reste vrai. Mais j'ai envie de dire, pour celles et ceux qui ont, entre guillemets, les outils et les capacités de se connecter à un atelier participatif en ligne sur tableau numérique partagé, ça a très bien fonctionné et ça continue de fonctionner très bien puisque jusqu'à présent, on continue d'utiliser ces outils. Et donc, il y a des outils, allez, j'en cite plusieurs, Mural, Miro, Klaxoon, etc., qui, au fur et à mesure qu'on les a utilisés, déjà de notre côté, on était de plus en plus à l'aise pour donner des consignes de plus en plus claires pour ceux qui nous écoutaient pour utiliser le logiciel. Peut-être qu'au départ, quand on disait qu'il fallait cliquer à tel endroit, le plus, le machin, le ceci, le cela, peut-être qu'on n'était pas si clair que ça. Et c'est vrai que pendant plusieurs ateliers, on a eu du mal à tirer tout le monde dans la même direction et à avoir tout le monde au même endroit sur les mêmes sujets pour que tout le monde puisse échanger. Donc, il y a une vraie acculturation et de notre côté en tant qu'animateur, praticien de la participation citoyenne et du public qui utilise et auquel on demande d'utiliser ces outils-là. Mais nous, on pense que ça nous a beaucoup servi parce que justement, on a vu arriver dans nos ateliers des gens, des profils qu'on n'avait pas dans nos ateliers qu'on faisait en présentiel. C'est-à-dire que, grosso modo, quand vous faites un atelier en présentiel, alors je caricature un peu, mais il n'empêche qu'on n'est quand même pas loin de ça. Quand vous faites un atelier participatif dans la ville-centre, ceux qui sont là viennent de la ville-centre. Nous, on est sur un territoire de 71 communes, donc la diversité des habitants et des communes présentes sur un atelier participatif en présentiel n'était quand même pas super, même si avec tous les efforts qu'on pouvait pour essayer d'avoir une diversité la plus large possible de participants, elle restait quand même très centrée sur la ville-centre quand on faisait quelque chose sur la ville-centre. Et puis, même rebelote, sur d'autres communes, en général, ce sont les riverains, entre guillemets, qui se déplacent. Et ce n'est pas du tout le cas sur les ateliers participatifs à distance, où on voit une diversité géographique, nous en tout cas on l'a constaté, une vraie diversité géographique de celles et ceux qui participent. Autre élément important que nous, on a noté, on a aussi une diversité de profils, notamment de profils de classe d'âge et notamment de profils de genre, hommes-femmes, où c'est pareil, il faut pouvoir se déplacer dans un atelier à 18h30, 19h qui se termine à 21h, potentiellement en hiver, etc. Ce n'est pas simple. Quand vous le faites depuis chez vous, dans le salon, dans la chambre, etc., ça permet aussi de libérer une certaine catégorie de population. Pour moi, c'est une vraie plus-value. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais grâce ou à cause, ça dépend comment on voit les choses. Mais entre guillemets, grâce à la crise sanitaire, on a trouvé un outil qui nous permet de toucher davantage de publics diversifiés. Ce n'est pas parfait. Les publics éloignés, les invisibles, etc., pour l'instant, on a encore beaucoup de mal. Même si on arrive à en grappiller quelques-uns par le biais de relais que l'on peut avoir avec les collègues de l'insertion professionnelle, de la prévention spécialisée, des services comme cela qui accompagnent ce type de public.
ça reste encore perfectible sur ces outils, mais nous, on considère que c'est une vraie avancée, on va la garder. C'est-à-dire qu'on ne va pas repasser en 100% présentiel, mais l'idée, c'est plutôt de se dire qu'à chaque fois qu'on fera des ateliers participatifs, en tout cas des sessions participatives présentielles, on prévoira, dans la plupart des cas, les mêmes sessions, mais en distanciel. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est très intéressant à noter que vraiment la manière de participer, qui participe, a changé avec l'utilisation des ateliers numériques et à voir quelle sera l'évolution à long terme. J'aimerais bien ouvrir un peu la salle aux questions. Vous pouvez lever votre main si vous avez une question. Et sinon, il y avait une qui était dans le chat à laquelle on n'a pas encore complètement répondu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question sur les deux expériences, sur les résultats de l'enquête? Pour l'instant, je ne vois pas. Donc, pendant que je vous laisse réfléchir à vos questions, peut-être, Sam, plutôt pour vous, quelle est la différence pour l'utilisateur, donc pour les citoyens, si c'est une plateforme de logiciel libre ou propriétaire? Est-ce que ça change? Pour l'utilisateur, absolument rien. Ça ne change strictement rien, même si je pense que les professionnels des Civic Tech vous expliqueront que c'est mieux ce qu'ils proposent quand c'est logiciel propriétaire. Je pense qu'ils auront des arguments, mais de notre point de vue, pour l'utilisateur, strictement rien. Tout dépend en fait du design, de la fonctionnalité que vous pensez. Le fait que ça soit libre ou propriétaire, c'est que de la technique au sens du codage et de l'accessibilité de ce codage à une personne. C'est-à-dire que moi, mon site demain, si quelqu'un veut aller regarder comment il a été fait, fabriqué, etc., quelque part, il peut. Il faut lui donner tout, c'est libre, c'est accessible, c'est du Drupal. Voilà, Alors que pour des propriétaires, c'est propriétaire, c'est des fois breveté, c'est une boîte noire et vous ne savez pas ce qui se passe là-dedans. Vous ne savez pas comment sont traitées les informations, vous ne savez pas comment elles sont filtrées, vous ne savez pas. Voilà, c'est une boîte noire. Mais au-delà de ce mécanisme-là, pour l'utilisateur devant son écran, ça ne change strictement rien. Merci. Effectivement, c'est plutôt une question de transparence, d'idéologie même, mais en termes d'expérience utilisateur, ça ne change pas grand-chose. En fait, côté Décider Ensemble, on va organiser quelques activités et présenter quelques notes autour des logiciels libres et propriétaires à partir de septembre-octobre prochain, donc pour aller un peu plus en détail de quelles sont les différences, quels sont les enjeux, qui sont en fait aussi les logiciels libres qui existent. Donc, on a entendu de Rouen Normandie. Je ne sais pas si Nicolas est toujours là, peut-être pour dire 2-3 mots par rapport à l'expérience de Bordeaux Métropole et pourquoi vous avez fait ce choix. Oui, alors je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de l'expérience de Bordeaux. Donc pour ma part, moi je travaille pour Open Source Politics, donc qui est en effet un intégrateur d'un logiciel libre et open source qui s'appelle Decidim. Donc pour l'utilisateur, on peut dire que son expérience sur la plateforme ne change pas par rapport à une plateforme propriétaire. En tout cas, il peut lui-même s'assurer que effectivement la transparence de la démarche est assurée, que l'intégrité est assurée, que voilà, il peut lui-même s'assurer de ça. Et en plus, vis-à-vis de l'utilisateur, donc de l'usager, eh bien, la collectivité peut se dire qu'elle a investi dans un bien commun numérique et non dans un logiciel propriétaire. Donc voilà, c'est en effet peut-être une plus proche de l'idéologie, mais il y a quand même peut-être des arguments en faveur du logiciel libre pour les utilisateurs, quoi. Je peux rajouter simplement aussi, parce que faut pas en faire abstraction, l'aspect financier aussi compte. C'est-à-dire que si vous êtes avec un logiciel propriétaire, vous êtes lié avec ce propriétaire. Le jour où vous voulez changer, il faut tout recommencer. Et donc, il faut repayer un logiciel. Alors que si vous êtes en logiciel libre,
potentiellement, si vous avez envie de refaire un site, de tout recommencer, vous pouvez quand même repartir de toutes les données que vous aviez avant ou de vous inspirer de sites faits sur des logiciels libres ailleurs. Donc, il y a aussi ça, le fait d'être lié, entre guillemets, j'allais dire pieds et poings liés, c'est péjoratif, mais en tout cas d'être lié financièrement à une boîte privée, quelle qu'elle soit, c'est aussi un argument qu'il faut avoir à l'esprit avant de se lancer dans une plateforme. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... je vois, il y a une question. Peut-être je vous laisse la poser. Je ne sais pas qui est derrière. Oui, excusez-moi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui. Non, écoutez, d'abord, je suis un peu désolé d'avoir pris la parole parce que je me suis connecté vraiment à la fin parce que j'ai été pris sur une autre réunion qui a dérapé complètement. Mais par rapport à la question du logiciel libre, je me demandais s'il n'y avait pas aussi quand même un enjeu d'interopérabilité avec les autres composants du SI, où on a quand même une capacité d'intégration de ces outils avec un existant qui est bien meilleur que quand on est avec des logiciels propriétaires qui n'offrent pas toujours les API attendus pour être dans un parcours usager ou une réutilisation plus fine d'un certain nombre d'éléments qui sont déjà connus. Voilà. Je ne sais pas si la question s'adressait à moi, mais effectivement, oui. un élément de réponse, c'est ce que je disais en début de réunion, mais effectivement, si vous êtes arrivé un peu plus tard, je peux comprendre. Nous, on a eu effectivement un problème d'interopérabilité sur, je vous citais tout à l'heure en introduction, le site de concertation PLU qui a été développé par une boîte privée. Et quand on a terminé, ça ne colle pas avec notre écosystème. Donc, on a eu ce problème-là. Donc, notre DSI pousse aussi, et le site même, entre guillemets, le site mère de la métropole Rouen-Normandie est aussi un site fait avec de l'open source parce qu'il y a cette volonté d'avoir effectivement une interopérabilité, une compatibilité avec l'écosystème que l'on utilise à la métropole. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Merci. Je ne sais pas, Nicolas, si vous souhaitez compléter, comme j'imagine, vous êtes confronté à cette question souvent avec vos clients. Oui, eh bien, il y a en effet l'intégration dans les systèmes informatiques de la collectivité. Ce sont des opérations on-premise. Ça se fait sans problème. C'est une prestation supplémentaire, mais il n'y a aucun problème. Voilà. Et il y a en effet des enjeux de réversibilité des données à l'issue de la prestation. Quand il y a un logiciel libre, la collectivité est donc propriétaire de sa plateforme et n'est plus en nécessité de finalement payer une licence d'utilisation pour pouvoir continuer à utiliser sa plateforme. Si elle est parfaitement intégrée dans ses systèmes informatiques, elle peut aller tout à fait autonome. Merci beaucoup. Peut-être pour faire les liens aussi avec les questions qu'on a posées dans le baromètre, c'était l'utilisation d'un logiciel libre ou propriétaire pour les plateformes de participation, mais on l'a posé aussi pour les visioconférences et on voit en fait qu'il y avait, Clara, elle pourrait mettre le slide, parmi les outils qui ont été utilisés pour la visioconférence, une très petite nombre qui utilise effectivement Jitsi, le seul outil visioconférence un peu plus connu et utilisé actuellement. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Sinon, j'aimerais bien peut-être donner la parole à Clara pour faire le lien avec nos prochaines rencontres et la possibilité de en fait, continuer ces discussions et comprendre un peu mieux ces résultats. Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ok. Donc, on est très content de vous avoir présenté les résultats de cette édition 2021 du baromètre.
et d'avoir que ces résultats quantitatifs ont été enrichis par les témoignages très intéressants des deux collectivités présentes aujourd'hui, donc Nantes Métropole et la métropole de Rouen. Et donc, en fait, on vous donne rendez-vous lors de nos rencontres européennes de la participation qui se dérouleront du 13 au 15 septembre à Amiens et les 16 et 17 septembre en numérique pour prolonger ces discussions. Et plus particulièrement, le mercredi matin, j'animerai personnellement avec plusieurs autres intervenants un atelier où nous reviendrons sur la façon dont la crise a modifié, a bouleversé nos pratiques en termes de démocratie locale numérique. Donc, on aura la métropole de Rouen-Normandie qui sera également présente lors de cet atelier. Une autre collectivité, la ville de Malakoff, qui a répondu à notre baromètre, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui a un témoignage assez intéressant sur la façon dont ils ont adapté leur démarche et leur dispositif suite à la crise. Et également, on aura avec nous la Civic Tech Blue Nov qui nous apportera un regard un peu différent puisque se placera du côté des Civic Tech, donc des structures qui accompagnent les collectivités dans ces démarches-là. Donc voilà, d'ici là, nous allons publier cette présentation des résultats du baromètre et aussi une petite note enrichie avec les témoignages des deux collectivités présentes aujourd'hui. Et voilà, donc nous vous donnons rendez-vous pour ces rencontres au cours desquelles nous aurons l'occasion d'aborder de nombreux autres sujets autour de la jeunesse, du numérique, de l'Europe, des transitions et de la démocratie sanitaire. Donc, vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur le site de Décider Ensemble. Peut-être que, Katharina, tu peux mettre le lien dans le chat. Voilà, donc une semaine très, très intense et très riche en échanges qui nous attend en septembre à Amiens et en numérique. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre participation à ce webinaire. Je ne sais pas si, Katharina, tu veux dire un mot avant de clôturer ce webinaire. Et aussi, cette séance-là a été enregistrée et sera publiée sur notre chaîne YouTube dans le courant de la semaine prochaine. Donc, vous pourrez la revisionner si vous voulez revenir sur les échanges. Merci beaucoup, Clara. Oui, donc effectivement, je voulais vous remercier toutes et tous pour votre participation et surtout à Hassan et Louise pour ces partages d'expérience. J'espère que ces résultats vous inspirent dans vos propres pratiques, si vous êtes des collectivités ou des agences et des civic tech. Et nous espérons aussi de pouvoir compter sur vous pour des prochaines éditions. Donc, parce qu'en fait, c'est grâce à vos réponses qu'on arrive à dresser cet état des lieux et connaître les tendances. Et donc, on a hâte de voir à quel point cette crise et les élections vont changer à long terme les pratiques de démocratie locale numérique. Donc, merci beaucoup pour votre participation et on espère de se revoir en présentiel à Amiens. Bonne soirée.